Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. La Lune nous fait rêver depuis toujours. Mais en 2022, on a clairement senti un regain en matière d'exploration lunaire, entre autres avec l'aventure réussie de la capsule Orion, au centre de la première mission du programme Artemis de la NASA. Mais l'année avait débuté avec d'autres missions variées vers notre satellite, et là, si tous les échéanciers sont respectés, on devrait voir en 2023 des missions lunaires de la Chine, de la Turquie, de la Russie et de l'Inde. D'où vient cet engouement renouvelé pour cet astre? On en parle avec le directeur du planétarium Rio Tinto Alcan, Olivier Hernandez. Monsieur Hernandez, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes astrophysicien. Oui. Vous vous intéressez surtout aux galaxies, aux exoplanètes, mais au plan plus personnel, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'exploration lunaire? Je suis né juste après, en fait, les missions Apollo. En fait, j'ai vécu, j'avais peut-être 3 mois à peu près, lorsque les 2 derniers hommes ont marché sur la Lune en 1972. Ça va donner mon âge. Mm-hmm. Et j'ai pas eu donc la chance, j'ai aucune mémoire de des missions Apollo, de la course entre les États-Unis et l'URSS. Mais je suis un enfant du résultat de cette course-là, des missions futures vers l'espace et vers les proches orbites avec les missions des navettes spatiales, par exemple, ou des sondes Voyager qui sont allées explorer le système solaire. Et c'est un peu ça qui a baigné mon enfance et qui m'a nourri et qui m'a donné le goût, en fait, d'aller vers un peu plus vers l'astronomie. La vraie raison, en fait, c'est Hubert Reeves, je ne le cache pas. Ouais. J'ai eu un livre d'Hubert Reeves à l'âge de 12 ans et puis je voulais absolument devenir comme Hubert Reeves. Ça a été frappant. Je me suis dit, je veux être astrophysicien. Et j'étais dans ce monde-là, justement, où on partait explorer le système solaire. Alors, ça m'a aidé à pousser ma vocation et à apprendre beaucoup de choses sur l'astronomie en général, sur l'univers en particulier, on va dire, Ouais. mais aussi sur la conquête spatiale et ce qui s'était passé avant et ce qui était en train de se passer maintenant avec la conquête, en fait, du système solaire, mais d'un point de vue scientifique, en fait, et pas d'un point de vue technologique ou géopolitique. Les initiatives qui sont en ce moment en cours incluent les premières missions habitées depuis Apollo. On peut parler du premier vrai regain d'intérêt mondial pour l'exploration de la Lune depuis les années 70. Comment on peut expliquer ce nouveau souffle-là? Il s'explique dans un contexte géopolitique, un peu comme le même contexte géopolitique que l'on avait dans les années 60, en fait, où il y a une course, enfin, entre 2 géants. Dans les années 60, c'était vraiment l'URSS et les États-Unis. Et maintenant, on se retrouve un peu dans une course géopolitique où on a les Américains, les Européens, l'agence spatiale aussi canadienne, face à la Chine. Et cette concurrence, en fait, entre ces 2 blocs-là, ça pousse de l'avant la technologie et ça pousse, en fait, tout ce système à retourner sur la Lune. Donc, c'est cette concurrence-là, c'est vraiment purement géopolitique, là, ce qui se passe actuellement. Et ça a été accentué, en fait, d'abord sous Obama en 2009, puis ensuite, après, avec le président Trump. Oui? Oui, tout à fait. Donc, qui, lui, a engagé les États-Unis correctement vers le retour d'hommes et d'humains, en fait, sur la Lune. Et c'était très important, en fait, pour lui, d'une façon, je dirais, très politique, de montrer qu'il était le premier à vouloir y retourner. Une question de puissance, là, de contrôle. Question d'égo, de puissance, de contrôle, tout ce qui va avec, en fait. Ben, on le retrouve chez Trump, c'est tout ça. Et on le retrouve face à aussi une puissance comme la Chine, qui partagent à peu près les mêmes valeurs. Et il y a un symbole à reconquérir l'espace, un symbole de puissance qui est absolument incroyable, même si ça fait 50 ans qu'on n'y a pas été. Et il y a une difficulté d'aller vers la Lune qui montre en fait l'état d'avancement d'un pays au niveau technologique, scientifique et au niveau aussi militaire et économique, etc. Donc, c'était très important et c'est toujours très important pour ces 2 blocs de continuer à s'affronter et d'essayer d'aller le plus loin possible et de conquérir quelque chose qui est loin et difficile. Comment elle s'articule, cette nouvelle course-là, entre Washington et Pékin, concrètement? En fait, chronologiquement, c'est la Chine
qui d'abord a décidé d'aller vers la Lune et a mis la barre très haute en disant on va aller sur la Lune, on va envoyer une première taïkonaute. Et ils ont vraiment insisté sur le fait que c'était une première femme taïkonaute qui va se poser sur la Lune. Et les Américains sont arrivés en disant nous aussi on veut y aller, nous on sera les premiers. Et le calendrier même, en fait, qui était à l'origine assez long pour l'Europe, les États-Unis et le Canada pour retourner sur la Lune, il s'est vu un peu rétrécir justement pour essayer d'être le plus près de celui des Chinois, parce que les Chinois prévoient d'y être en 2025-2026. Le programme Artemis, on espère que c'est 2026. On sait maintenant que ce sera vers la fin 2026, probablement 2027. Alors on voit qu'il y a une concurrence très très forte. Et on verra qui, entre guillemets, la gagnera, parce que c'est une course, mais c'est une course technologique risquée. Et lorsqu'on parle de risque, on sait que le groupe occidental aura beaucoup plus de difficultés que le groupe chinois, probablement, pour les prendre. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on veut être les premiers parce qu'on sait qu'on va avoir un impact, qu'on va pouvoir montrer à tout le monde donc, que c'est un show et qu'on est les premiers à y arriver. Et on va essayer de faire en sorte d'y arriver, mais cette fois-ci, pour les Américains et les Européens, il y a quand même des contraintes beaucoup plus tangibles, à savoir de faire attention à ce que les humains qu'on envoie dans l'espace, on y prenne soin. On n'accepterait pas qu'il y ait des morts, là. On n'accepterait pas du tout qu'il y ait des morts. Ça passerait pas du tout. Alors qu'en Chine, ça passerait? Je ne dirais pas que ça passerait, parce que la Chine n'est pas du tout transparente. Alors, c'est difficile pour nous de dire ce que pensent les Chinois, mais on sent que on n'a pas l'impression qu'ils vont s'embêter avec certains détails, et notamment dans la conception des fusées. Il y a un soin particulier qui est apporté aux fusées, et c'est ce qu'on appelle le design for demise. C'est-à-dire qu'on fait un design des fusées pour qu'elles polluent le moins possible l'atmosphère, donc quand elle retombe sur Terre, qu'elle puisse se consumer complètement dans l'atmosphère sans retomber en fait sur Terre. C'est pas le cas pour la Chine. Ils s'embêtent pas avec ces détails-là. Les fusées de longue marche qui partent vers la Lune, elles, ils s'en moquent. Ils les designent. Ouais, c'est ça, exactement. C'est des grosses cacanes remplies de remplies de carburant, un gros pétard, on envoie ça et puis on se moque un peu de où elle va aller. Et donc, on prend ces risques-là. En fait, on ne fait pas attention à ce que l'on laisse à côté. Et les Américains, les Européens, les Occidentaux, on va dire, font beaucoup plus attention à ça. Donc, la tolérance au risque des Occidentaux est moins grande que celle des Chinois. Et la conséquence majeure de ça, c'est que les projets vont prendre plus de temps parce qu'on va être capable de tester et retester en fait l'ensemble des mécanismes que l'on envoie, parce qu'au bout du compte, on envoie des humains et qu'on veut être sûr qu'il n'y ait aucun risque pour ça. Pour les États-Unis, la Chine, c'est les grandes puissances. Avant, c'était l'URSS qui était en scène. Mais là, ce qu'on voit, c'est l'émergence donc de nouveaux acteurs de l'exploration spatiale, des plus petits joueurs, je voudrais dire. Mais est-ce qu'ils font les choses différemment? Pas vraiment, en fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que pour aller d'un point A à un point B dans l'espace, il n'y a pas 36 façons de le faire. En tout cas, on n'a pas renouvelé nos façons technologiques de le faire. Dans les années, il n'y a pas trop de différence entre une fusée Saturne V en termes de grandeur, de capacité, que par rapport à un lanceur SLS aux États-Unis qui va transporter le programme Artemis. Donc, la conquête de la Lune par des vaisseaux ou des robots, en fait, elle est aussi à peu près avec les mêmes règles. Et ce que fait la Chine, ce que fait Israël, ce que fait d'autres nations comme le Japon, c'est à peu près identique. Par contre, ils montrent qu'ils sont capables de le faire et ils vont changer à peu près les méthodes, adapter au goût du jour, mais ils vont montrer que eux aussi sont rendus à ce niveau-là technologique et qu'il faut compter sur eux pour la fameuse conquête de l'espace qui passe d'abord par la Lune. C'est vraiment incontournable. Je pense que un peu partout, pour pouvoir aller beaucoup plus loin, il faut se concentrer sur ce qu'il y a de plus près. Puis la Lune, c'est un bon terrain de jeu. Décrocher la Une revient après ceci. J'ai vu passer plusieurs critiques mentionnant la faible présence de la science dans les explorations lunaires. Quelle est sa place réelle là-dedans? En fait, il y en a effectivement pas beaucoup. Et puis, lorsque l'on discute avec beaucoup de scientifiques,
La majorité des scientifiques vont pousser pour une exploration robotisée en fait, du système solaire. Sans humain, donc. Sans humain. La raison principale, c'est que l'espace est un milieu extrême. On le sait et on le voit avec l'expérience qu'on a dans la station spatiale qui est là depuis plus de 20 ans. La vie d'un humain dans l'espace, au bout de 6 mois, ça devient extrêmement compliqué. La microgravité, le fait d'être soumis aussi aux différentes radiations du Soleil, d'être moins protégé que derrière l'atmosphère, tout ça, ce sont des dangers potentiels pour la santé humaine. Et on sait très bien que ce n'est pas un endroit où les humains doivent se retrouver. Alors, imaginez tout le temps des missions habiter vers un autre astre que la Terre, c'est pas la solution en fait. Et surtout, ça nous contraint à avoir des vaisseaux qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs. Il y a des contraintes de carburant, des contraintes d'énergie, des contraintes d'oxygène, des contraintes d'alimentation, des contraintes de... En fait, tellement de contraintes que ça en devient ridicule d'essayer de designer en fait des vaisseaux spatiaux pour aller explorer en fait notre système solaire ou la Lune. Mais c'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'ils font, parce que probablement c'est ce qui a le plus d'impact, c'est ce qui fait rêver le plus. Et puis ça, je mets vraiment ma casquette de directeur du planétarium. Ça a quand même un pouvoir absolument incroyable. Et si cette année on parle de ça, c'est parce qu'on sait qu'en 2024, il y a un astronaute canadien ou une astronaute canadienne qui va être dans le programme Artemis 2 et qui ira faire le tour de la Lune. C'est comme si c'était un petit morceau de nous, en fait, qui partait faire ça. Puis tous ceux qui rêvaient de le faire, on veut que ça se passe, on veut que ça arrive. C'est un rêve, peut-être pas réaliste, mais ça fait partie du rêve, de l'émerveillement. Et c'est important, en fait, parce que c'est là où on crée des carrières, c'est là où on crée des vocations. Et puis, il faut voir toujours la science comme étant quelque chose qui va se dérouler, qui a en fait un déroulement à très, très long terme. On ne gagne pas à imaginer tout à court terme. Pourtant, la conquête spatiale, telle que l'on la voit vers la Lune, c'est vraiment à court terme. On parle des 4-5 prochaines années. Mais à très long terme, les conséquences de tout ça, c'est on aura créé des scientifiques et des hommes, des femmes qui auront le goût de poursuivre à faire de la science et de développer des choses. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'on les vivra sur Terre, et uniquement sur Terre, mais on ne les vivra pas dans l'espace. Mais on aura des apports absolument incroyables sur Terre, des technologies qui vont nous permettre peut-être de régler des problèmes liés au changement climatique. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qui est important dans la conquête spatiale. Mais de s'imaginer qu'on va aller conquérir d'autres planètes pour pouvoir y vivre, c'est impossible. Et la Lune, on n'y vivra pas. Oui. La science dont on parlait, est-ce que c'est nouveau dans l'histoire de l'exploration spatiale qu'elle soit si peu présente? Non, en fait, elle était déjà absente et puis c'était totalement clair. Lorsqu'on regarde dans les archives du programme Apollo, on a des discussions absolument incroyables entre John Kennedy et le patron de la NASA de l'époque. Et c'est donc le patron de la NASA, le scientifique en chef de la NASA, qui sont autour de la table avec John Fitzgerald Kennedy, différents secrétaires d'État. Et très clairement, le scientifique dit il faut faire une place pour la science. Et puis Kennedy les remet à sa place, il dit non, mais on ne va pas pour la science sur la Lune. C'est une course géopolitique. On y va là-bas, c'est vraiment pour être les premiers et c'est important qu'on soit les premiers. Et c'est fondamental, en fait, dans la conception de ces voyages qui consomment énormément d'argent. Là, c'est des programmes avec des lignes budgétaires absolument incroyables. Le programme Artemis, on parle de 100 milliards. 100 milliards 100 milliards, 4 milliards par lancement. C'est de l'argent, mais colossal. Et bien sûr qu'elle serait mieux investie dans des programmes scientifiques qui nous amènent beaucoup plus loin et qui pourraient avoir des retombées vraiment beaucoup plus rapidement sur l'ensemble de l'humanité. Mais non, c'est ce que les gouvernements ont décidé. Et puis, c'est là où le clash se fait entre les scientifiques et les politiciens qui décident de nous amener vers la Lune, en fait. Si on prend le point de vue du scientifique là, qui regarde les explorations lunaires, quelle importance ça prend dans les recherches sur l'espace? Est-ce que c'est banal? Est-ce que vous, par exemple, qui étudiez les exoplanètes, ça doit être un peu petit d'étudier la Lune, non? C'est pas si petit que ça parce qu'on n'a pas encore une vue globale sur comment s'est formée la Lune. On a deux hypothèses, une très très grosse en fait qui revient, donc à savoir un corps à peu près de la taille de Mars qui est rentré en collision avec la Terre et qui a formé la Lune.
Mais pour pouvoir vraiment le prouver, hors de tout doute, ça prend de pouvoir creuser, de faire de la géologie lunaire. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. C'est ce que les scientifiques ont réussi à caser dans le programme Artemis. C'est d'aller faire de la géologie. Puis le Canada va participer avec un des rovers, en fait. Donc, on va tester si un rover est capable de creuser. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et aller creuser, aller vérifier l'intérieur de la géologie de la Lune, c'est super important pour comprendre comment s'est formée la Lune et comment s'est formé notre système solaire. Les scientifiques, quand ils parlent de l'évolution en fait, du système solaire, on a des modèles numériques, informatiques. Et pour que ces modèles fonctionnent, ça nous prend des cadres. Et pour pouvoir faire ces modèles-là, ces cadres-là sont les roches lunaires qu'on va ramener. C'est la géologie de la Lune, c'est le fait qu'il y a de l'eau présente sur la Lune, ou c'est le fait qu'on connaisse un peu plus de la planète Mars ou de Jupiter, de la ceinture d'astéroïdes, qui vont venir contraindre ces modèles-là et nous en donner un peu plus sur la Lune. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit côté scientifique dans ces programmes-là, mais ce n'est pas l'essentiel de la mission. L'essentiel de la mission, puis l'objectif principal de la mission, même quand on regarde sur le site web de la NASA, c'est retourner sur la Lune, puis envoyer une femme et une personne de couleur marcher sur la Lune. Donc, ne serait-ce que pour corriger en fait, cette erreur qui date depuis plus de 50 ans, mais c'est là où c'est fondamental en fait, peut-être d'investir autant d'argent parce que pour l'instant, 12 hommes ont simplement marché sur la Lune. Il y a aussi toute la question du battage médiatique. On en fait partie en ce moment, mais ça joue un rôle. Ah oui, tout à fait. En fait, on est extrêmement sollicités, nous les communicateurs scientifiques de l'espace, pour pouvoir commenter ces missions, mais parce que les missions, de plus en plus, en fait, elles ont une portée médiatique absolument incroyable, parce qu'il y a des caméras partout. Et ça, en fait, on ne l'avait pas pour les missions Apollo. On se rappelle des petites images qu'on avait et qu'on a reçues, en fait, avec un différé de Neil Armstrong en train de marcher sur la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Mais entre le moment où il a quitté la Terre et l'arrivée sur la Lune, on n'avait absolument rien. Maintenant, les caméras sont partout et ceux qui sont les plus forts là-dedans, ça reste l'équipe de SpaceX, d'Elon Musk, où ils ont une vision en fait d'un lancement qui est très ordonné comme un show médiatique où on a accès en fait à une tonne d'informations, des caméras un peu partout. On entend crier les employés. On a tous envie d'être dans la salle de contrôle pour participer avec eux et d'avoir autant de bonheur. Mais ils font ça maintenant peut-être 10, 20 fois par année, mais pourtant ils crient toujours autant. Il y a toujours cette... Donc c'est vraiment un show, en fait. C'est vraiment un enthousiasme absolument incroyable. Et en même temps, on voit la fusée se détacher en morceaux et certains morceaux retomber sur Terre précisément sur une barge au milieu de l'océan, alors qu'il y a même une tempête et ça retombe au millimètre près quasiment sur la barge. Donc on joue avec tout ça et on fait rêver, mais en même temps, on sait que c'est un gros show médiatique duquel, en fait, une compagnie comme Elon Musk, qui est celle qui maîtrise le mieux le sujet, en sort avec beaucoup de brio, en fait. Monsieur Hernandez, si on parle de la place grandissante du privé dans l'exploration spatiale, avec SpaceX notamment, ça amène des questions sérieuses. En fait, oui, énormément. Et il ne faut pas que l'espace devienne le nouveau Far Space ou Far West. Et moi, mon inquiétude, c'est que... c'est en train de le devenir, et je ne suis pas le seul, je pense, à partager cette opinion-là, parce qu'il n'existe pas de réglementation de l'espace. La seule qui existe, elle date de 1967, le fameux traité de l'espace. Et le traité de l'espace, il dit simplement, il ne faut pas envoyer d'armes de destruction massive. On était en 1967, donc c'était de l'arme atomique, nucléaire. Ouais. Et il ne faut pas envoyer d'armes nucléaires dans l'espace. C'était la grosse crainte, en fait, des deux champions de la guerre froide. Et ça a été respecté. Mais en dehors de ça, il
Il n'y a aucune autre loi qui empêche de faire quoi que ce soit. C'est sûr que si vous voulez envoyer des satellites de communication, vous devez passer devant le conseil de la FCC, donc l'équivalent du CRTC américain, CRTC canadien, donc la FCC, c'est eux qui vont pouvoir vous donner accès à une certaine bande de fréquences et vous allez avoir le droit de lancer en fait des satellites. Si vous envoyez en fait des humains dans l'espace, à ce moment-là, on fait appel plus à l'organisation internationale en fait de l'astronautique, qui elle va s'assurer que vous le faites de façon sécuritaire, mais pour des lancements qui se font aux États-Unis ou en Europe. On ne parle pas de la Chine. Après, il n'y a aucune autre instance qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Et donc, justement, les compagnies comme Elon Musk, Starlink ou Amazon, de Jeff Bezos, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire, en fait, parce qu'elles ont prévu d'envoyer chacune 42 000 satellites pour créer des constellations. Alors, en soi, l'idée est bonne, c'est de pouvoir apporter de l'Internet gratuitement à tout le monde. Mais quand c'est gratuit, on m'a toujours dit « Attention, c'est toi le produit ». Oui, quelqu'un a dit ça déjà. C'est ça, oui. Donc là, on a 8 milliards potentiellement d'êtres humains qui vont être le produit de ces deux géants-là. Donc ça fait réfléchir énormément. Mais ensuite, ils le font sans prendre en compte l'écosystème qui est tout autour de la planète Terre. Donc, ils déposent leurs satellites et puis c'est tout, point final. Et ils ne s'embêtent pas. Et ils le font dans une philosophie en plus qui est assez spéciale parce que ils ont besoin d'une certaine redondance. Donc, ils ont un taux d'échec qui est raisonnable dans leur façon d'envoyer ces satellites-là. Et ce qui fait que leur modèle d'affaires, il date un peu des années 60 où on faisait des modèles d'affaires un peu de la même façon. Et ça, c'est dommage parce que ça laisse place à faire n'importe quoi dans l'espace. Et ça, c'est inquiétant parce qu'on s'en va maintenant vers la Lune. Et si on répète la même chose aussi avec la Lune, ben on va avoir à peu près les mêmes compagnies ou d'autres compagnies privées qui vont pouvoir faire ce qu'elles veulent parce qu'elles n'ont aucune réglementation. Alors, c'est ça qui est inquiétant, c'est que le Far Space, il est exactement là. Il y a une liberté totale de faire ce que l'on veut. Et à ce moment-là, je m'inquiète énormément pour l'avenir, en fait, de l'environnement spatial autour de la Terre. Quand on voit ce qu'on a été capable de faire sur Terre en mettant des réglementations et qu'elles ne sont pas respectées, on peut s'imaginer et s'attendre au pire pour le proche espace, en fait. En tout cas, M. Hernandez, on a un petit balado, mais vos explications nous permettent de faire un grand pas en avant. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. Au montage et à la recherche, Félix Deschaines. Notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi.